Bonjour à tous, c'est Antoine. Bienvenue dans cette 5e vidéo de notre série où on construit un site web pas à pas avec Frappé Builder. Dans la vidéo numéro 3, on avait vu comment récupérer du contenu dynamique depuis le back-office, ce qui transformait Frappé en un CMS. On va aller encore plus loin maintenant et construire des pages dynamiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va générer dynamiquement des pages entières à partir d'éléments du back-office. On peut imaginer des applications par exemple pour de l'e-commerce, pour avoir des pages, une page par article, ou alors des articles de blog, une page par article de blog, etc. etc. Ben c'est parti. Alors, c'est quoi une page dynamique par opposition au contenu dynamique? En fait, vous voyez ces couteaux. Derrière chacun de ces couteaux, en fait, il y a une page web avec les infos qu'on récupère dynamiquement. Et le truc, c'est qu'en fait, on va pas construire une page par couteau, parce qu'imaginez, là, on en a une douzaine, mais imaginez qu'on ait 50 références, ou 100, ou 200, 2000 sur un truc e-commerce. Et on va pas construire une page à chaque fois. En fait, on va faire un modèle de page. Et puis, pour chaque référence, la page est générée dynamiquement avec sa petite URL et les infos récupérées sur le back-office. Et donc, pour ça, derrière, on peut utiliser Frappé Builder comme un générateur de pages. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc on va refaire cette page-là, qui est assez simple en termes de contenu. On a une photo, alors on a un petit carrousel, ça ce sera l'objet, je vais faire une petite vidéo annexe dédiée à ces petits machins-là. Le carrousel et peut-être le menu mobile. On verra ça plus tard. Une petite étiquette, et puis bah voilà le nom du couteau et les spécificités, les spécificités, les specs quoi. Et voilà, tout ça, c'est des éléments dynamiques qu'on va récupérer à partir de le couteau récupéré dynamiquement. Et donc, on va commencer par construire en fait la page statique. Comme d'habitude, on fait une structure statique et puis on y injecte des éléments dynamiques. Alors, si je pars d'une page blanche, je vais mettre la navbar. Je vais récupérer posant navbar de ma page d'accueil, puis je vais légèrement la modifier. Je vais la simplifier un petit peu. Là, on voit rien parce qu'en fait, par défaut, elle est transparente. Je mets en arrière-plan. Voilà ma barre d'accueil. Sur mobile, alors déjà, je vais détacher le composant. Faire detach component parce que je vais commencer à l'éditer, mais je veux pas que mes modifications affectent le composant, c'est-à-dire que ça se mette à jour sur la page d'accueil. Que le but des composants, c'est de synchroniser un élément entre différentes pages. Donc déjà, sur mobile, j'ai envie d'afficher que le logo, pas les menus. Voilà, ça a un petit quelque chose. Ensuite, il y a beaucoup de ces éléments qui sont liés à la page principale. Je vais en effacer certains, en cacher, en masquer, effacer carrément. Genre à propos, je vais enlever ça. Je vais enlever stage, je vais enlever mention légale. Je vais garder que les 3 types de couteaux et le retour à l'accueil. Voilà. Faire une version un peu épurée de ma navbar, mais garder quand même une cohérence avec le reste du site. Ok. Et puis c'est parti. Alors on fait mon bloc principal. Comme souvent, on va placer les éléments. Alors. Ah oui, navbar, un dernier truc. C'est que sur la page principale, elle est fixe. Là, je vais la mettre en auto. Je vais pas faire l'effet de défilement où elle reste en haut. Enfin, je vous renvoie vers les vidéos précédentes. Là, c'est une navbar. Elle est en haut de la page. Point barre en position auto. Voilà. Ensuite, mon composant. Je vais le positionner. Voilà, grossièrement. Comme d'hab, moi j'aime bien laisser une couleur d'arrière-plan. Hop, là où ça a disparu. J'aime bien laisser une couleur d'arrière-plan juste pour visualiser ce que je fais, le temps de construire la page. Donc là-dedans, j'ai quoi? J'ai une image de couteau, elle est assez large. On va imaginer qu'elle fait 400 de haut. Je vais mettre une petite marge ici. Je vais mettre 80. Ensuite, j'ai un autre container, couleur un peu différente, pour le contenu. Il y a sa petite marge, on va mettre 40. Dedans, il y a quoi? Il y a un titre. Il y a les spécifications du site web. Et puis voilà.
Il manque encore un truc. Il y a une étiquette aussi. Alors l'étiquette, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'image dans un container et je vais mettre l'étiquette dedans. Donc en fait, l'image et je peux étiquette, je peux label en anglais, c'est plus rapide. L'étiquette, label, elle va partager un container avec l'image. Voilà. Alors l'étiquette, si on regarde la page, je vois qu'elle est par-dessus l'image, elle est alignée à droite et elle dépasse légèrement vers le bas. Donc pour ça, je vais la mettre en position free avec un ZX de 1 pour qu'elle passe au-dessus de l'image. Alors c'est déjà le cas, mais comme ça je me le garantis. Je l'aligne à droite. Ouf. Et puis en bas. Donc là, vous voyez, j'ai mis 0 à droite, 0 en bas, donc elle est alignée à droite en bas. Mais moi, j'ai dit que je voulais faire dépasser un peu. Donc, je vais mettre une petite valeur négative, moins 70 pixels. On peut pousser à moins 80, tiens. Et un dernier truc. Là, elle est coupée parce qu'en fait, mon container, le contenant, il faut afficher ce qu'on appelle l'overflow, c'est-à-dire afficher ce qui dépasse en fait. Je veux afficher là ce qui dépasse parce que par défaut tout est tronqué. Donc je vais mettre visible hidden. Alors il y a un truc bizarre sur Builder, je comprends toujours pas pourquoi. Dans ce cas-là, pour afficher l'étiquette verticalement, c'est-à-dire overflow Y, enfin c'est pas Builder parce que c'est juste la façon dont est rendu le CSS sur le navigateur derrière, j'ai remarqué. Bon, c'est un truc de CSS que je maîtrise pas clairement. Il faut mettre les deux visible. Sinon, ouais, voilà. Pour moi, ce serait plus logique d'avoir que l'overflow en Y, c'est-à-dire verticalement, qui contrôle ça. Mais bon, bref. Si vous avez, bon voilà, si vous savez pourquoi, et n'hésitez pas à mettre en commentaire petite explication, ça sera utile à tout le monde. Ok. Voilà. On va réajuster un peu la hauteur. Feed content. Ouais, ici c'est bon. Alors ce container, je vais centrer les éléments. Container parent, je vais mettre en feed content. Ah ok, j'ai compris. Je crois que j'ai mis ma marge au mauvais endroit. Ouais, ok, j'ai mis de la marge sur l'image. Il y avait un truc bizarre. La marge, je la veux sur le contenant, le contenant global, c'est-à-dire le contenu, quoi. Je vais lui donner un nom, tiens. Voilà. Contenu principal, voilà, j'avais mis la marge au mauvais endroit. Ok. Alors, quelques petits ajustements. En tablette et mobile, je vais utiliser des trucs différents. Mon étiquette, elle fait 34 de large. Du coup, en desktop, c'est pas mal. Mais on voit qu'en tablette, c'est insuffisant. Du coup, je vais faire autrement. Je vais définir une large maximum de 50% et puis une valeur explicite derrière. Je vais mettre 400, 120. Pour rajuster, voilà. Donc du coup, comme ça fait. Donc comme ça, sur le desktop, elle fait 420. Et puis voilà, sur tablette, ça prend plus, sachant que ça dépassera jamais la moitié, ce serait un peu bizarre. Là, c'est le cas sur mobile, ça dépasse pas la moitié, c'est normal, mais sur mobile, je vais encore faire autre chose. Sur mobile, alors je vais la passer en sticky, je vais enlever. Ouais, non, je vais essayer de faire l'impression, je la passe en sticky, ça la met en dessous. Et puis, je vais mettre la largeur en stretch sur mobile uniquement, hein, en enlevant. Max width, est-ce que je peux faire ça? Ouais, je mets stretch, ok. Je pense que puisque
et la largeur et la largeur maximum sont définis sur desktop et tablette. Je suis obligé de définir les deux sur mobile, donc stretch et stretch, avec une petite marge qui va bien. En 2, voilà. Ouais, je diminue la marge pour que ce soit vraiment 16. Ok. Pardon. Ok. Bon, et ben. Ouais. Bon, bah c'est cool. On a le squelette de la page. Et puis le gros des éléments. Puis on va affiner. Alors pour l'instant, vous allez me dire dans ma page, il n'y a rien de dynamique. Bah ouais. Et ben pour faire une page dynamique, c'est plutôt pour utiliser le générateur de page dynamique. En fait, ça se passe ici dans l'URL. Vous cliquez sur l'URL. Et vous avez cette petite note là, the URL path of this page. For variables, use colon. Voilà, en fait, on va utiliser 2 points pour faire une page. Alors, on va mettre une URL qui va s'appeler couteau, 2 points, item group, 2 points, item code. Voilà, ça c'est mes 2 variables. Donc mes pages de couteau seront couteau, le groupe d'articles, c'est-à-dire dans mon cas, moi j'ai mis le modèle de couteau, le modèle parent, et puis la référence item code. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre une petite variable. Hop. Vous avez la possibilité de mettre ici un item group, un item code qui vous sert d'exemple. C'est-à-dire que quand vous éditez la page, eh ben vous avez des données à mettre en forme. Par exemple, ici, je mets de l'item group lillois. Et puis, la référence, c'est 2410-011. Voilà, ça se met en haut. En fait, du coup, quand j'édite cette page, je suis en train d'éditer une page, bah voilà, lillois 2410-01. Ça me fait un modèle avec des données dedans, quoi, pour ce couteau-là, précisément. Voilà. Et ensuite, on va récupérer les infos dans un datascript. Donc, par exemple, et là, ça fonctionne. Alors, c'est très similaire à ce que j'ai fait avant. Je vais, par exemple, récupérer mes données d'articles, c'est-à-dire, je fais un frappé getDoc item. Alors, du coup, là, je passe en Python pour récupérer des données. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 3 de la série où j'explique un peu plus en détail comment mettre en place ces scripts et comment aller récupérer l'info. Donc, je vais chercher sur mon back-office des données liées à un article, website item. Et là, c'est là qu'on va aller chercher la variable qui est dans l'URL. Et donc ça, je crois que c'est pas documenté à l'heure où je fais cette vidéo. En fait, c'est frappé.formdict.itemcode. Voilà, ça c'est hyper important. C'est que ça va chercher dans l'URL le paramètre itemcode. Donc ici, je vais récupérer 2410-011. Ça marche aussi si je fais item group. Bah, je vais récupérer le paramètre ici lillois. Donc là, c'est item code, item. Donc par exemple, si je fais data.item, ça devrait fonctionner. Ok, vous voyez. Item, web item, owner, etc. Donc là, je récupère toutes les infos de mon couteau en vrac. Voilà, depuis mon back-office, et je peux ensuite les injecter. Je vais faire un truc un peu plus propre. Je vais pas tout récupérer en vrac. Pour naviguer, je charge l'objet avec un frappé getDoc et je vais aller chercher les champs qui m'intéressent et je vais uniquement passer cela en data. Dans l'objet data qui les fait apparaître ici. Juste pour que ce soit plus clair. Je tiens à préciser un truc, c'est que en général, il faut éviter au maximum de faire frapper.getDoc parce que ça me charge tout le contenu du document en mémoire. Donc ça charge beaucoup d'éléments dont j'ai pas besoin en mémoire et ça alourdit un peu la procédure. Normalement, il faut utiliser une fonction qui s'appelle frapper.db.getValue. Et cette fonction-là, elle va chercher en base de données uniquement les éléments dont vous avez besoin, donc c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, moi, je suis obligé, je fais un frappé getDoc parce que je vais récupérer des éléments d'une table enfant tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus facile à récupérer de une en utilisant frappé getDoc, même si on pourrait faire frappé getValue. Et puis surtout, j'ai un blocage qui m'empêche de faire frapper getValue, c'est de récupérer l'ordre dans lequel
les spécifications du couteau, c'est ça que je vais récupérer. Les spécifications du site web, elles sont alignées dans un certain ordre. Je parle de ces éléments-là, en fait. Lame, 2 points, tac, tac, entrepose, 2 points. Ça, c'est ce qu'on appelle une table enfant dans l'article, je vous montrerai après. Bref. J'ai besoin de faire un frappé getDoc, j'ai pas trouvé d'autre solution, et voilà, on verra ça ensemble. Donc moi, je récupère item.frappé.getDoc, et puis ensuite, je vais chercher les infos qui m'intéressent. Par exemple, data.slideshowItems. Bah, par exemple, tiens, typiquement, je vais chercher data.website specifications égale item.website specifications. Voilà, donc là j'ai récupéré que les specs du site. Alors on va basculer sur le back office pour regarder un petit peu que ça dit. Moi je suis en train de manipuler ce couteau-là, le Lilo Prestige. Alors voilà, mon back office c'est ça. C'est ce formulaire website item, article du site web en français. Et moi je peux aller à la pêche et récupérer tous ces éléments. Enfin en fait tous les éléments que je veux sur Frappé, mais en l'occurrence moi j'ai chargé 7 objets en mémoire et du coup je peux récupérer ce que je veux. Et par exemple, j'ai envie d'utiliser Website Specification, qui est ici, je parlais de table enfant, en fait, parce que c'est un tableau, ça s'appelle une table enfant sur Frappé, dans lequel il y a la caractéristique et sa valeur, lame, damas, entretoise, damas. Moi, je récupère ça, je récupère Label Description, et je récupère ici l'identifiant. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que si je récupère en base de données directement Website Specification, j'ai pas trouvé comment récupérer ce petit numéro ici qui est important pour définir l'ordre dans lequel ça s'affiche. Donc c'est bête, hein, mais du coup, je peux pas vraiment contrôler l'ordre parce que par exemple ici, je peux réagencer mes trucs depuis l'interface. Et voilà, bon. Bon, c'est un peu technique. Vous inquiétez pas, c'est pas hyper clair. Ça, c'est un problème que vous rencontrerez peut-être pas. Mais voilà, sachez que pour les tables enfants, moi, je fais un frappé getDoc. Voilà. Je pourrais vous mettre en commentaire si vous voulez vous montrer comment on écrit la requête pour récupérer que l'élément de table enfant directement. Que si l'ordre si vous vous en fichez de l'ordre, ou alors que vous êtes capable de réorganiser les éléments plus tard. Bon, bref. Bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Tac, tac, tac. Ok, j'ai récupéré Website Specification. En fait, là, j'ai récupéré tout ça. Je vais récupérer le nom du couteau. Je vais récupérer... Alors, sa référence, je l'ai déjà, puisqu'elle est dans l'URL ici. Je vais récupérer le prix. Et puis le reste, c'est du texte statique. C'est pas un site e-commerce ici. Donc, si vous voulez acheter, il faut contacter, etc., etc. Ça, c'est du statique. Ok. Ah oui, puis évidemment, je vais récupérer l'image. L'image website item. Ok. Item.website item. Ensuite, je vais récupérer le prix. Alors, le prix, il y a une astuce, c'est qu'il n'est pas... le prix, il n'est pas lié directement à l'article du site web, website item, il est lié à l'article stock item ici. Il est là. Enfin, dans mon cas, moi je l'ai mis là standard rate, mais parfois il est traité différemment. Bon voilà, c'est comme ça. Le website item, il n'a pas de prix associé, c'est l'article. Ça, c'est la façon dont Frappé est organisé et notamment l'application webshop d'e-commerce. Bon voilà, c'est pas le plus simple au début, mais bon. C'est comme ça. Du coup, je dois aller le chercher, mais c'est pas grave, je peux aller le chercher sans problème. Je vais faire un frappé.db.getValue et je vais aller chercher ma valeur. Moi, elle se trouve dans item. Et donc, je vais chercher une valeur. Donc, dans le type de document item. Le document en question, c'est item.itemCode, ça c'est la référence. Et le nom du champ, c'est standard rate. Voilà, on va vérifier que ça a bien marché. Image. Item.itemCode, standard rate.
Ah oui, faut que je le passe en. Je l'ai pas passé en data.rate. Voilà, ici j'ai le rate 320. Alors, on va faire une petite astuce. Parce que là, 320, c'est juste le nombre, mais j'ai pas le logo euro, etc., etc. Donc, je pourrais, la dernière fois, ce que j'ai fait, j'avais un cas similaire sur la page principale dans la vidéo 3, il me semble. Et j'avais mis un bloc de texte pour mettre 320, puis un autre bloc de texte pour mettre juste le sigle euro. C'est une façon de faire, mais j'ai envie de vous montrer autre chose qui peut être assez cool. Sachez que vous pouvez, quand vous avez du texte avec des éléments paramétriques, vous pouvez très bien le faire en Python, ici, en utilisant ce qu'on appelle un f-string. Donc, ça, c'est une notion de Python. Vous mettez f, et puis ensuite, vous mettez les guillemets. Là, je mets des guillemets simples, par exemple. Et donc, bah, ça vous permet de mettre un texte avec des variables dedans, entre parenthèses, entre curly braces, là. Parenthèses, je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Des accolades. Des accolades. Vous me direz si je me suis trompé. Des accolades, entre accolades. Voilà, vous voyez, donc je mets la valeur rate ici. On va mettre sans espace, tiens. Espace euro. Et ça, normalement, voilà. Ça me met le prix en euros. Et pourquoi c'est intéressant? Aussi parce que si je veux arrondir, par exemple ici j'ai 300,0 euros, alors bon, si j'ai des prix en centimes, j'ai envie probablement de laisser une virgule, mais il n'y a rien qui m'empêche de dire, bon bah 300.0, ici rate, je vais arrondir, je vais faire... alors il faut que je fasse string de, de round int, par exemple. Si je fais ça, bon j'ai une erreur, j'étais trop ambitieux. Round int, il doit me manquer un truc de parenthèse, il doit me manquer une parenthèse. Ouais, c'est ça, il me manque une parenthèse. Bon, voilà, petite astuce. C'est juste pour vous montrer que je peux manipuler ma donnée en Python avant de la passer ici. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, frappé.db.getValue, il me renvoie du texte. Moi, je fais int pour transformer ce texte en nombre, en integer sur Python. Je fais round, qui est une fonction Python qui me permet d'arrondir cet integer, cet entier, et ensuite je le repasse en texte, puisque c'est ça que, in fine, c'est ça dont j'ai besoin in fine. Voilà, ça me permet d'arrondir. Si vous aviez des prix et des centimes, faudrait pas faire ça, évidemment. Voilà. Et puis il y a rien qui m'empêche de dire, de mettre une logique qui dit, bah si le prix il a si c'est un décimal, j'arrondis pas, etc., etc. Bon, je vous montre un peu les possibilités. Ok. Et puis comme info, j'ai quoi d'autre? J'ai le prix. Ah oui, bah le nom je l'ai. Le nom je l'ai. Non, le nom je vais le récupérer. Data.name égale, je crois que c'est web item name. Que je dise pas de bêtises. Je vais le mettre ici au début du script. Web item name is not defined. Ok, je me suis trompé, c'est... ouais, c'est web item name. Data.name. Ah oui. J'avais le bon nom d'article, mais évidemment, c'est item. Je vais chercher dans item. Voilà. Je vais mettre web item name pour que ça reste un peu plus clair. Web item name. Ok. Et ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je peux commencer à insérer les données comme on a vu avec data key. Donc par exemple ici c'est image. Voilà. Ici c'est mon bloc de texte ici en vérité c'est web item name. Ok. Je vais construire mon étiquette. Ah, web item name. Ouais, voilà. Bon, j'ai refait, je sais pas pourquoi il a pas dû s'enregistrer correctement. Ok. Puis voilà, puis on peut mettre un petit peu en forme. Bon, je vais faire après, je vais d'abord m'occuper de cette étiquette. Dans l'étiquette, il y a quoi? Il y a en gros
crois qu'il y a 4 éléments de texte. 1, 2, 3, 4. Ah oui, il y a aussi le nom du couteau et la référence. Sachant que nom du couteau référence, je vais mettre ça dans un container horizontal. Ça permettra de rajouter. Voilà, ici. Le nom du couteau. Data key. Web item. Name. Ici, je vais mettre un bloc de couteau pour référence. C'est un peu ce qu'on avait fait sur la page Hero. Hein. Je vais mettre un espace dedans. Avant et après, voilà. Bref, ouais. Ici, c'est item code. Je trouve que item code, est-ce que je l'ai sorti? Bah c'est pas. Non, alors je peux. Est-ce que je peux récupérer de là? Tiens, on va voir si je peux me frapper pour. C'est marrant. Non, ouais, faut que ce soit dans data. C'est pas grave. Euh, Data.itemcode. Ouais, sinon je peux faire item.itemcode, voilà. Encore plus court. Hop. Itemcode ici. Itemcode, ok. J'ai mes 3 éléments qui sont dans leur petit container. Ça me permet de mettre un petit espacement. Ça va bien. Je centre. Ok. Ce serait pas plutôt aligné à gauche? Ouais, c'est aligné à gauche. Ensuite, c'est prix TTC, frais de port, acheter, paiement. Alors, prix TTC, 2 points. En fait, je vais d'abord, tout de mettre tous les trucs, je vais d'abord en faire un. Puis je vois que prix TTC, ça c'est en gras, ça c'est différent. Je vais en fait mettre chaque ligne dans leur container horizontal. Tac, tac, tac. Texte prix. Du coup, ça va être prix TTC, un espace, et puis la valeur. Alors, ça, c'est en gras. Déjà, il y a la couleur. Je vais la couleur. Text color ici, je mets le code hexadécimal. Bah, de toute façon, tout le texte, il a cette couleur-là. Je sélectionne ici le bloc parent, le contenant, label, et j'applique la propriété text color. Elle se met à tous les éléments de texte qui sont dedans, donc c'est pratique. Ici, ça c'est en gras. Je vais weight bold. Voilà. Et puis ma foi, bah voilà, très bien. Voilà, je vais faire ça. Comme ça, je peux. Ouais, puis je vais mettre un petit espacement. Une marge de 4 avant de dupliquer. Voilà. Ouais, bon, c'est juste comme ça, j'ai la mise en forme qui est faite. Hein. Et de port. 2 points. Non, 2 points. Voilà. Donc ça, mon prix, c'est un élément dynamique que je récupère. Je l'avais appelé rate. Frais de port, ça, c'est pas dynamique, je vais l'éditer directement. Ajouter prix TTC. Acheter, me contacter par mail ou SMS. Paiement. Sécurisé. PayPal ou Stripe. Ok, bon. Mon étiquette, l'arrière-plan, il est un peu, c'est une couleur un peu le saumon clair là que j'utilise sur le site, donc je vais changer. C'est si rose que ça? Si rose que ça, je vais juste vérifier le code. Non, j'ai pas tout à fait le bon code, pardon.
nuance, je sais vous avez peut-être pas vu la différence, hein, mais ouais, ok, bon, j'ai un petit doute. Ok, maintenant je peux changer la hauteur fit content. Alors je vais lui mettre. On est un peu les trois dans l'étiquette, je vais mettre un peu de padding. Donc je maintiens Shift et je vais mettre. Ouais, allez, 16. Voilà. Ouais, la margin que j'ai mis là sur les éléments, elle est quand même un peu chiche. Elle est quand même un peu chiche là. J'avais mis 4 pixels, je vais voir à 8. Ouais, 8 c'est mieux. 8 c'est bien mieux. Ah, et puis évidemment, le Lillois RF, ça on va le mettre en. On va mettre tout ça en gras. Et puis augmenter la taille. Alors la taille, je peux pas le faire à l'échelle du container, je dois le faire élément par élément. 20 pixels, sinon je fais. Voilà, j'en fais un. Il y a aussi une fonction. Je vais faire un copy style. Voilà, on peut copier-coller le style également. Voilà. Ah ouais, et petite astuce. Allez, petite astuce. Ici, il y a une petite ligne horizontale qui est légère, mais que j'aime bien, ça fait une petite séparation. Et là, petite astuce vraiment cool. Pour la rajouter, vous mettez un bloc HTML. On va mettre un bloc HTML et juste à mettre une balise HTML qui s'appelle HR pour horizontal line. Donc je mets ici dans les templates un bloc de type embed. Ça par défaut ça me fait un bloc HTML. Je vais le mettre ici. Je vais enlever ça. Juste HR comme ça. Et stretch. Voilà, je mets stretch. Et ça me fait ma petite ligne horizontale. J'ai plus qu'à mettre un peu de marge. Tout là. Je vais mettre, je vais mettre 8. Je vais mettre. Je vais remettre au-dessus et 8 en dessous. Voilà, hein, c'est tout con, mais ça, c'est une petite touche. Voilà. Un truc comme ça. Alors, pour l'instant, on est bon sur tablette et mobile. Ah, il y a un petit truc sur tablette et mobile que j'ai pas fait. Je vais mettre un petit peu de padding sur le truc de contenu principal. Je vais bien mettre, voilà, 32 de padding. Mais comme j'ai bien fait mon squelette au début de page, bah voilà, ça se fait sans surprise. Il y a juste ici, mon image elle est trop verticale. Sur mobile, je vais tricher. Je vais mettre moins de padding sur mobile. Je vais passer déjà à 16 parce que je me trouve un peu juste. Et puis je vais changer la taille de l'image. Je vais la mettre à 100, 120. Elle est encore un peu coupée. Voilà. Je diminue sa largeur pour avoir un truc un peu plus horizontal et pas que ce soit pas croppé quoi. Ok. J'enlève l'arrière-plan. Il me reste encore un truc. Je vais copier le style ici. Ouais, c'est marrant, ça a copié le style, ça a pas copié la couleur du texte. Tiens, bon. C'est pas grave, c'est pas gênant. C'est gênant ou c'est pas gênant? Text color. Voilà. Wait. Bold. Ici, le titre, il est plus gros. Je vais mettre en 24. Tout ça là, mon compte
Je vais enlever, voilà. Il reste qu'à mettre les specs, spécifications du site web. Alors, on va regarder un peu la forme que ça a. Rappelez-vous, les specs du site web, on l'a vu tout à l'heure sur le back-office, c'est ce tableau-là. Donc moi, j'ai récupéré ce tableau dans mon script de données, donc en faisant d'abord un frappé getDoc pour récupérer tout l'objet, et puis ensuite, je fais item.website specification ici. Et je le passe en données. Vous voyez le nom du champ, parenthèse, si vous faites Alt, on voit ici website specification. Ok. Ça me sort quoi? Ça me sort ce truc qui est en fait une liste de dictionnaires en Python. Donc ça, c'est le symbole pour liste. Et en fait, j'ai chaque accolade contient une ligne du tableau. Alors dans la ligne, il y a plein d'éléments un peu, enfin pas forcément pertinents, mais il y a label et description. Et ça, c'est ça que je vais récupérer. Donc voilà. Et pour ça, on va faire un répéteur, pour faire une boucle et récupérer chaque ligne. Vous allez voir. Donc, d'abord, mon tableau, moi, je vais utiliser un truc de type grid parce que j'adore les grids. Ça marche trop bien. Donc, c'est parti. Je fais une grid de 2 colonnes, une seule ligne. Donc, voilà, par défaut, c'est une grille de 4, de 2 et 2. Là, je fais juste une grille comme ça. Voilà, mes éléments de grid. Alors, ma grid en hauteur, elle fait pas 800, elle fait... on va dire qu'elle fait 80. Voilà. Je vais lui mettre une petite couleur d'arrière-plan. Voilà, vous voyez, comme ça, on visualise tout de suite ce qui se passe. Alors, et dans ma grid, il y a quoi? Il y a du texte de chaque côté. Je vais centrer, je crois que c'est centré, c'est aligné à gauche. Voilà. Donc ici, ce sera label. Là, je mets juste je tape le nom directement juste pour me repérer. Et là, on tape description. Ma grille, je fais repeat block. Voilà. On me demande data key pour répéter le bloc. Je vais faire website specifications. Voilà, tip top. Et puis, maintenant, je vais aller prendre le premier élément de la répétition et je vais lui injecter les données que je veux, c'est-à-dire label, description. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le contenu dynamique. Je vais chercher, dans les données que j'ai chargées, je vais chercher le champ ici qui m'intéresse. Label, description. Je vais chercher ça. Mais j'ai accès à tout ce que je veux ici. Ok. On va faire quelques petits ajustements. Alors déjà, le container ici, il va se mettre en fit content. Lui aussi, il va être en fit content. La grid aussi, je vais la mettre en fit content en fait. Non, la grid, je la laisse en 80. Ok, oups. J'ai un truc qui m'empêche de voir. Quand c'est le cas, ce qu'il faut bien vérifier, c'est vous remontez toute la chaîne des contenants et vous vérifiez la hauteur. Bien vérifier que tout... Regardez quel élément tronque en fait la grille. Par exemple, ici, j'ai la grille, je regarde que la hauteur soit bien en fit content. Ensuite, le contenant, je veux qu'il soit en fit content. Ensuite, je remonte fit content. Je remonte encore fit content. Et je remonte encore au contenu principal fit content. Et moi, j'avais encore une valeur dans le fit content qui m'embêtait. Bref, là, c'est bon. Alors, il y a un peu de mise en forme qui s'impose. Par exemple, le padding, il est trop gros. Il est pas forcément nécessaire, si un peu quand même. On va mettre 8 pixels. Ouais, 8 pixels de padding. Même un peu moins, on peut mettre. On va voir avec 4. Autre chose, je peux utiliser les paramètres de ma grille. Donc là, c'est assez hyper pratique. Par exemple, si je mets un gap de... Je vais réduire le gap ici, je vais mettre 12. Voilà. Ok.
puis, ben, c'est pas mal. Je vais enlever maintenant. Je vais enlever maintenant la couleur d'arrière-plan des éléments. Voilà. Grid, j'enlève. Ok. Il me reste encore un grisé quelque part. Ok, je vais plutôt mettre. Je vais le mettre là-haut. Je vais faire encore un truc. Je vais diminuer un peu la taille des écritures ici. Je vais passer ça en 14 peut-être. Ah ouais, et un dernier truc pour l'alignement, je vais enlever le padding horizontal. Pour l'alignement. Ok. Juste un truc, ouais, sur ma grille, je vais changer un petit élément parce que là, l'espacement, c'est donc j'ai 2 colonnes et chaque élément prend une colonne, mais je vais mettre. Ah mieux, je vais mettre 3 colonnes. Oui, dans 3 colonnes. 1, 2, 3. Et je vais dire que la colonne avec la description fait 2 colonnes de large. Voilà. Comme ça fait une répartition 1 tiers, 2 tiers. Et comme ça, je peux garder mon texte un peu plus gros comme il faut. Ça va pas gêner, quoi. Donc, si je change la taille du texte, je vais reprendre ici en 16. Hop. Voilà. Sachant qu'un truc, sachant que le texte sur ma page initiale, il a une petite couleur ici. Il est coloré. Donc bah, je reprends la couleur qui va bien. Alors, ici, il reste un truc, c'est que là, le texte en description, il reste en bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, je pense que c'est un problème sur le back-office. Où le texte du couteau, ici, ça a dû être un copier-coller. On voit ici un petit liseré blanc, si vous voyez bien sur l'écran. En fait, le texte, il a été copié-collé depuis quelque part. Et quand vous faites un copier-coller, parfois, ça copie et ça colle le style avec. Et ça peut poser des problèmes. Donc, ce qu'il faut faire, la bonne pratique sur Frappé en général, c'est de faire CTRL-SHIFT-V pour coller les éléments sans mise en forme. Copier le texte seul, quoi. Donc voilà, si je fais ça, je copie et je colle le texte seul. Voilà, ça m'a résolu le truc. Et puis, je publie. Là, je dois avoir en mémoire, à mon avis, la couleur. Bah, ok. Bon, alors. Non, c'est pas la bonne page. Ça. C'est Del. Ok, j'avais un petit conflit entre. Bon. Ok. Alors, on peut ajouter le titre, mais voilà le travail dans les grandes lignes. J'ai maintenant une page pour chacun de mes couteaux, le lillois. Et donc, parenthèse, si je veux voir un autre couteau, on va bien vérifier que ça fonctionne. Maintenant, si je vais voir par exemple le couteau alpin, alors lui ici qui est dans le groupe d'articles alpin, avec le code suivant, normalement, il existe maintenant sur mon site une page
qui a ces éléments-là. Donc je vais copier-coller le code article. Je mets alpin. Et voilà. La page, elle existe. Alors maintenant, par contre, bon, ici, il doit manquer les infos sur le back-office. Voilà, je n'ai pas mis de spécification du site web, mais si je mets, voilà, lame inox, vous allez voir que, hop, c'est récupéré. L'étiquette est là, le prix a été récupéré, etc., etc. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai plus qu'à m'assurer, bah voilà, que la route que j'ai spécifiée, couteau / lillois / nom du groupe, elle correspond bien à la route du couteau qui est ici. Alors ça, moi, je l'ai défini. Moi, j'ai fait une route customisée ici avec un script Python. Voilà, parenthèse. J'ai fait un script serveur qui s'appelle génération d'URL qui me définit ma route comme étant f couteau / doc item group / doc item code. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que par défaut, avec l'application WebShop ici, vous avez une URL générée par défaut, voilà, qu'on pourrait utiliser d'ailleurs. Je pourrais très bien passer, ouais, on pourrait éventuellement l'utiliser, mais moi j'ai remarqué que j'avais un problème quand j'ai rajouté couteau ici, parce que si vous mettez juste alpin et le nom du code, parfois ça pose un souci de routage sur Frappé. Enfin, j'ai eu des erreurs en fait, où en fait, Frappé essaye d'interpréter cette page alpin, groupe d'articles à item code, comme étant une page du back-office quelconque. Enfin, bref. Ça peut poser des soucis, mais le fait de rajouter couteau devant ou un mot, moi ça m'a bien dépanné. Voilà, peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire ça, mais sachez que moi c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez-moi en commentaire aussi vos remarques et questions. Si vous souhaitez que j'approfondisse des choses qui n'ont pas été très claires ou que vous souhaitez que je traite d'autres sujets. La prochaine fois, on va parler de comment optimiser les performances et le SEO du site. Et puis ensuite, je traiterai dans une prochaine vidéo, je pense, comment faire un menu mobile et comment réaliser un carrousel, c'est-à-dire comment faire défiler les photos. Voilà. Donc, gardez un œil sur cette chaîne et à bientôt. Au revoir.